Finance. Aujourd'hui, on se penche sur la transformation numérique d'un acteur majeur du logement social, Eurométropole Metz Habitat, EMH, comme on va dire. Oui, On parle quand même d'une organisation qui gère près de 13 000 logements. Comment on passe d'une gestion qu'on imagine un peu éclatée sur Excel à quelque chose de vraiment structuré, de digital? c'est exactement ça, oui. On s'appuie sur le retour d'expérience de Didier Monti, qui est le directeur du patrimoine là-bas chez EMH. Il a partagé ça lors d'un webinaire, c'était le 10 septembre 2025. D'accord. Et c'est un cas d'étude, je trouve, vraiment parlant sur ce besoin de mettre de l'ordre dans les données techniques du patrimoine. C'est un défi que beaucoup connaissent bien, je pense. Oui, tout à fait. Notre mission ici, c'est de comprendre un peu d'où ils partaient, les obstacles qu'ils ont rencontrés, et puis pourquoi ce choix, peut-être un peu contre-intuitif, de démarrer par un audit de maturité digitale. Plutôt que de foncer sur un outil, oui. Exactement. On va voir comment ça s'est passé, et surtout, qu'est-ce qu'ils en ont retiré concrètement. Quelles leçons ils en tirent. Alors, allons-y. Pour commencer, plantons un peu le décor. EMH, c'est qui exactement ? Et c'était quoi leur situation avant de se lancer là-dedans? Alors, Eurométropole Metz Habitat, EMH, donc, c'est une société d'économie mixte, une SEM, qui est basée à Metz. Elle est issue, en fait, de plusieurs fusions d'offices HLM, Ah oui? notamment ceux de Metz, de Montigny-les-Metz. Et puis, c'est devenu une SEM en 2022 avec Metz Métropole et CDC Habitat comme actionnaires principaux. D'accord. Le parc est assez conséquent. On parle de 12 988 logements, très précisément. Ah oui, quand même. Oui. Et à ça, il faut ajouter environ 2500, ce qu'ils appellent des équivalents logements. Donc ça, ce sont des foyers, des EHPA, des résidences étudiantes. D'accord. Un point qui est intéressant, c'est que ce patrimoine, il est assez concentré géographiquement sur la métropole de Metz, ce qui, facilite sans doute un peu la gestion de proximité. Et le directeur du patrimoine, Didier Monti, il se décrit lui-même comme ayant une forte fibre patrimoniale. Presque 13 000 logements, c'est pas rien. Et pour gérer tout ça numériquement, avant cet audit, ils faisaient comment? J'imagine déjà les feuilles de calcul partout. Vous imaginez bien, oui. C'était vraiment le point faible qu'a identifié Didier Monti. Pour la gestion technique du patrimoine, ils étaient, on peut dire, sous-outillés numériquement. Tout reposait principalement sur des fichiers Excel. Alors, certaines étaient assez sophistiquées, avec des macros, les petits développements maison. Ils avaient même un outil interne pour ce qu'ils appellent la gestion technique prévisionnelle, la GTP, qui essayait de suivre un peu les composants clés des bâtiments. Le fameux système D à base d'Excel. C'est si commun, mais souvent si fragile, non? C'était quoi les dangers concrets de cette organisation? Le risque principal, et c'était une vraie crainte chez eux, c'était la perte de connaissances. Ah oui! L'info existait, bien sûr, mais elle était complètement éparpillée dans une multitude de fichiers. C'est le problème classique, des données souvent redondantes, parfois même contradictoires. Oui. Et surtout, cette mémoire technique, elle reposait sur très peu de personnes. 1, 2, peut-être 3 personnes maximum. D'accord. Donc, le départ de ces personnes clés, ça aurait pu vouloir dire la perte sèche d'une partie de l'historique, de l'état réel du patrimoine. Le savoir enfermé dans quelques têtes et des fichiers pas connectés. Un scénario catastrophe potentiel, effectivement. Qu'est-ce qui a été l'étincelle? Le déclic qui les a poussés à dire « bon, stop, là il faut changer ». Le moment charnière, ça semble vraiment avoir été la refonte de leur plan stratégique de patrimoine, le PSP, en 2022. D'accord, le PSP. Voilà. Ce plan, c'est un peu la boussole pour les investissements, la maintenance à long terme. Et le problème, c'est qu'il a été construit sur la base de ces fameux tableurs Excel. Didier Monti utilise même le terme empirique pour qualifier certaines des cotations de l'état du patrimoine qui s'y trouvaient. Donc, cette expérience a vraiment mis en lumière la vulnérabilité de leur système. Ça a cristallisé le problème. Exactement. Et l'urgence de s'équiper différemment. Le besoin de partager une donnée fiable, il est devenu criant. Et pas seulement au niveau de la direction. Les équipes sur le terrain, par exemple, elles demandaient un accès simple à l'historique des interventions, à l'état réel des composants des immeubles. Ce qui est normal pour leur travail quotidien. Tout à fait. Donc c'est vraiment ce faisceau de constats qui a mené à la décision de lancer cet audit de maturité digitale. Et ils ont choisi la société Granit pour les accompagner là-dessus. Logique. Le besoin de structurer, de partager l'info devenait évident. Mais pourquoi spécifiquement un audit maturité? Ce n'était pas tentant de choisir directement un logiciel qui semblait prometteur sur le papier? Un audit, ça peut être vu aussi comme une façon de retarder l'action, non? C'est une bonne question, oui.
La volonté d'avancer vers le numérique, elle était bien là. Mais comme le dit Didier Monti, ils voulaient surtout pas partir à l'aveugle. D'accord. L'audit, pour eux, c'était vraiment l'étape indispensable pour objectiver la situation. Poser un diagnostic précis, où est-ce qu'on en est réellement avec nos données, nos processus, où est-ce qu'on veut aller exactement, et puis, point crucial, combien ça va coûter. Ah oui, le nerf de la guerre. Exactement. Avoir des chiffres clairs sur le budget, sur les ressources humaines nécessaires, c'était fondamental pour convaincre, pour obtenir l'aval de la direction générale, du CODIR et aussi des actionnaires. Bien sûr. Donc c'était pas vu comme retardé, mais plutôt comme s'assurer de partir dans la bonne direction et avec les bons moyens. Donc une approche pour déminer un peu le terrain et éviter peut-être les erreurs coûteuses que d'autres ont pu faire avant eux. Tout à fait. Didier Montier le dit très clairement. Ils avaient vu des confrères, d'autres bailleurs sociaux, s'équiper d'outils qui, au final, se sont avérés trop lourds, trop complexes, ou tout simplement pas adaptés à leur réalité opérationnelle. Et EMH voulait à tout prix éviter cet écueil. L'objectif était clair, trouver un outil simple, pertinent, efficace pour leurs besoins spécifiques. D'accord. Et l'audit, c'était donc le moyen de définir ces besoins de manière rigoureuse, avant même de commencer à regarder les solutions sur le marché. Et au-delà de ce diagnostic technique financier, est-ce que cet audit a eu d'autres effets, peut-être un peu plus inattendus, sur l'organisation elle-même? Oui, et ça, c'est un point que Didier Monti souligne particulièrement. Les ateliers participatifs qui ont été organisés pendant l'audit ont eu un impact très positif sur la communication en interne. Ah, intéressant. Oui. Ces sessions, elles ont rassemblé des profils assez variés. La direction du patrimoine, bien sûr, mais aussi la direction financière, les RH, et surtout les responsables des agences de terrain. D'accord. Donc vraiment une coupe transversale. Exactement. Et ce brassage, ça a forcé une meilleure compréhension des besoins et des contraintes de chacun. Par exemple, la direction du patrimoine, elle, va se concentrer sur l'état technique d'une chaudière ou d'une fenêtre pour planifier la maintenance à grande échelle. Oui. Alors que les équipes de proximité, elles, sont préoccupées par des aspects très concrets. L'accessibilité d'un logement, est-ce qu'il y a une douche ou une baignoire pour un locataire âgé, l'état d'un balcon. Le quotidien, quoi. Voilà. Et l'audit a permis de mettre toutes ces perspectives différentes sur la table et de commencer à les articuler ensemble. Ces ateliers, ça semble avoir été un élément clé. Mais est-ce que ça a vraiment permis de concilier des visions qui sont parfois divergentes, ou est-ce que ça a surtout servi à lister les besoins de chacun de son côté? Comment Granit s'y est pris concrètement pour mener cet audit? Alors, le processus a été assez structuré. Après une réunion de cadrage au début, il y a eu des échanges importants avec la direction générale et le CODIR, pour être sûr que la démarche était bien alignée avec la stratégie globale de MH. Logique. Ensuite, le cœur de l'audit, ça s'est déroulé en plusieurs phases. Il y a eu des auditions collectives, pour comprendre les processus partagés, une revue documentaire assez poussée, là on imagine qu'ils ont plongé dans les fameux Excel, les procédures écrites, etc. Les techniciens de terrain, pour vraiment capter la réalité opérationnelle. Et ces fameux ateliers participatifs, alors comment ça s'est passé? C'était juste une série de réunions où il y avait une approche un peu particulière? Didier Monti les décrit comme un moment particulièrement productif et même, il dit, un peu ludique. Ah, ludique. Oui. Il semble que Granit ait utilisé des techniques de facilitation. On peut imaginer des choses comme des systèmes de cartes, des post-it, pour encourager tout le monde à exprimer ses attentes, ses points de douleur du quotidien, ses idées. D'accord, pour libérer la parole. C'est ça. L'objectif, c'est écrasement de co-construire une vision partagée des besoins, des freins aussi, et de synthétiser tout ça de manière collaborative. L'idée, c'était moins de lister passivement que de vraiment faire émerger activement un consensus sur les priorités pour la future solution numérique. D'accord, on voit mieux la démarche. Et au final, qu'est-ce qu'AMHE a obtenu concrètement à la fin de cet audit? C'était quoi le livrable? Le livrable principal, il comportait plusieurs éléments clés. Premièrement, des données chiffrées précises sur les moyens nécessaires pour la suite. Donc une estimation budgétaire pour l'outil, son déploiement, mais aussi une évaluation des ressources humaines requises, que ce soit en temps de travail interne ou en compétences spécifiques à développer ou à recruter. Très important ça. Oui. Deuxièmement, l'audit a abouti à une restitution formelle des conclusions et des recommandations au CODIR. Et c'est sur cette base qu'un plan directeur a été validé, une vraie feuille de route pour les étapes suivantes de la transformation. Parfait. Donc l'audit est bouclé, le plan d'action est validé. Concrètement, qu'est-ce qui a changé chez EMH depuis? Quelles ont été les toutes premières actions mises en œuvre? Bon, l'audit a confirmé ce qu'il pressentait. L'info était là, mais complètement désorganisée. Oui.
Donc, il fallait des moyens dédiés pour la structurer. Et la toute première action concrète, qui découlait directement des recommandations, ça a été un recrutement ciblé. Ah, Ils ont pris la décision d'embaucher une personne dédiée spécifiquement au pilotage de ce projet de transformation de la gestion patrimoniale. un chef de projet dédié. C'est souvent indispensable pour ce genre de transformation, oui. Quel profil ils ont choisi? Ils ont recruté une jeune ingénieure en alternance, et son profil était jugé particulièrement pertinent parce qu'elle avait une double compétence. Ah oui? Laquelle? Une formation technique dans le BTP, donc une bonne compréhension du bâti, de ses enjeux, et une spécialisation dans la transition numérique. Le combo idéal. Exactement. Elle a intégré les équipes en septembre 2024, donc c'était assez récent par rapport à la date du webinaire. Et son rôle, c'est de piloter activement le paramétrage et le déploiement de l'outil qui était choisi ensuite. Avoir la bonne compétence en interne, c'est une étape majeure, c'est sûr. Et justement, côté outils, ils en étaient où au moment du webinaire? Alors, ils étaient en pleine phase de paramétrage et de déploiement de ce nouvel outil de gestion patrimoniale. Le choix s'est fait après avoir comparé plusieurs solutions du marché, mais toujours en gardant en tête les critères définis grâce à l'audit. Priorité à la simplicité d'utilisation, Oui. à l'efficacité pour répondre aux besoins essentiels qu'ils avaient identifiés, et puis à un coût maîtrisé. Le pragmatisme. Voilà. L'objectif numéro 1 de cet outil, c'est de pouvoir enfin gérer de façon centralisée et fiable l'état des composants de leur parc toiture, chauffage, fenêtres, etc. Et, à terme, de mettre en place une maintenance plus prédictive. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Est-ce que l'audit a révélé des choses complètement inattendues, des surprises? Oui, et ça, c'est une des anecdotes les plus marquantes que rapporte Didier Monti. Ah, racontez? L'audit a mis en lumière quelque chose qu'il ne soupçonnait pas du tout à cette échelle. L'existence de nombreux objets connectés, les fameux IoT, Internet of Things, qui étaient déjà installés dans son patrimoine. Déjà là? Mais comment ça? On parle d'ascenseurs communicants, de portails automatiques, peut-être d'autres capteurs au système. Ces équipements y génèrent des données potentiellement très utiles. Mais cette information n'était absolument pas centralisée, ni même systématiquement collectée ou exploitée. Une sorte de gisement de données invisible, quoi. C'est exactement ça. Une mine d'informations potentielles sous leur nez, mais dont ils n'avaient pas vraiment conscience. Incroyable. Et quelle a été leur réaction face à cette découverte? Ça a été un peu un électrochoc, mais positif. Suite à cette révélation, EMH a décidé de lancer une nouvelle mission, spécifique à nous. Faire un inventaire exhaustif de tous ces objets connectés qui sont disséminés dans leur parc. D'accord. Pour savoir ce qu'ils ont, vraiment. Exactement. Et l'objectif final, c'est de trouver une solution, là encore, ils la veulent simple et pragmatique, pour centraliser les données qui remontent de ces objets. Le but étant bien sûr d'optimiser la maintenance, qu'elle soit préventive, agir avant la panne selon des cycles, ou même prédictive, agir juste avant la panne grâce aux signaux faibles émis par l'objet. Fascinant. Auditer le présent pour découvrir des ressources numériques cachées. Quels sont les bénéfices globaux que MH ressentait déjà à ce stade suite à l'audit et au début du déploiement? D'après Didier Monti, le bénéfice le plus significatif à ce moment-là, c'était l'adhésion. L'adhésion. Oui, l'adhésion interne. L'ensemble de la direction, des collaborateurs, semblait avoir vraiment compris et adopté la démarche. L'approche participative de l'audit, ça joue un grand rôle là-dedans, je pense. Ça a créé un consensus sur l'importance et les objectifs du projet. Ça a embarqué tout le monde. Voilà. Même si le déploiement de l'outil était encore en cours, il percevait déjà une dynamique très positive et il jugeait les premiers résultats très encourageants. L'adhésion interne, c'est le nerf de la guerre dans tout projet de changement, c'est clair. Si Didier Monti devait distiller un conseil principal pour d'autres organisations, notamment d'autres bailleurs sociaux, qui se posent les mêmes questions sur la digitalisation de leur patrimoine, ce serait quoi? Son message principal, il est empreint d'une certaine humilité, je dirais, et de lucidité sur le cœur de métier. Il rappelle que la mission première d'un bailleur social, c'est la gestion locative, c'est le développement immobilier, la réhabilitation. Oui, leur métier de base. Voilà, ce ne sont pas, par essence, des experts des systèmes d'information complexes appliqués au patrimoine technique. Il souligne que souvent, l'expertise technique pointue, qui est nécessaire pour choisir, déployer, gérer efficacement ce type d'outils, elle n'est pas présente en interne. Ou pas suffisamment. Donc son conseil, ce serait de ne pas surestimer ses capacités internes en la matière et de ne surtout pas se précipiter. Il insiste vraiment sur la valeur du temps pris en amont. Réaliser un audit, un diagnostic approfondi, ce n'est pas une perte de temps, c'est un investissement crucial pour savoir précisément d'où l'on part, où l'on est, et définir clairement la cible, où l'on veut aller.
pour éviter les erreurs d'aiguillage. C'est ça, c'est cette étape qui permet d'éviter les erreurs classiques et coûteuses. Choisir un outil trop complexe qui ne sera jamais pleinement utilisé, un outil surdimensionné par rapport aux besoins réels ou un outil tout simplement inadapté au processus de l'organisation. Pour EMH, cet audit a fourni le socle objectif indispensable pour lancer leur transformation sur des bases saines. Commencer lentement pour potentiellement aller plus vite et plus sûrement ensuite. C'est un peu l'idée, oui. Et avec le recul, il semble donc pleinement convaincu par cette approche. Il ne regrette pas. Non, il conclut en affirmant n'avoir aucun regret sur le fait d'avoir commencé par cet audit. Il considère que la combinaison du travail préparatoire rigoureux de l'audit et du recrutement ciblé d'une personne compétente pour piloter le déploiement, ça constitue une approche réussie et une vraie source de satisfaction pour EMH. Bon, si on essaye de synthétiser un peu les points saillants de cette exploration du cas EMH, ce qui me marque le plus, c'est cette idée qu'un diagnostic initial structuré, l'audit, c'est pas juste une formalité, c'est un véritable outil stratégique. Oui, pour dérisquer. Oui, pour dérisquer et pour orienter une transformation digitale qui est quand même complexe, comme celle de la gestion patrimoniale. Absolument. Et ce cas, il met aussi en lumière l'importance critique d'impliquer réellement les équipes à tous les niveaux. C'est pas juste pour faire plaisir, Non. C'est pour s'assurer que la solution finale, elle colle aux réalités du terrain, et pas seulement au vu de la direction. Il y a aussi ce choix très pragmatique d'un outil juste adapté, simple, efficace. Pas la Rolls-Royce si on a besoin d'une Twingo. Exactement. Plutôt que de céder à la tentation de la complexité ou du prestige. Et puis enfin, cet investissement conscient dans la compétence humaine dédiée pour piloter le changement. C'est une démarche qui respire la réflexion stratégique, je trouve. Ces leçons, elles résonnent bien au-delà du monde des bailleurs sociaux, j'ai l'impression. Toute organisation qui jongle avec des données éparpillées, des systèmes un peu anciens, ou qui sent la nécessité de digitaliser ses processus métiers pourrait y trouver matière à réflexion. Certainement. Bien comprendre son point de départ, ses vrais besoins, ses forces, ses faiblesses internes, c'est fondamental avant de choisir comment avancer. Tout à fait. Et pour ouvrir un peu la réflexion, cette découverte un peu fortuite des objets connectés et déjà présents mais invisibles chez EMH, ça soulève une question plus large et assez provocante, je trouve. Combien d'organisations sont assises, peut-être sans le savoir, sur des gisements de données opérationnelles précieuses? Des données générées par leurs infrastructures physiques existantes. Des équipements qu'on considère comme non numériques, mais qui sont peut-être déjà discrètement connectés ou connectables. Oui. Quelles sont ces ressources cachées qui attendent juste d'être identifiées et exploitées? Voilà, une excellente question à méditer pour la suite. C'est la fin de notre analyse aujourd'hui, nourrie par ce retour d'expérience d'Eurométropole Metz Habitat. Merci de nous avoir rejoints.